Mes trois experts du jour, Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour Raphaël. Directrice de la fondation IFRAP. À côté de vous, Ryan Ezard. Bonjour Ryan. Bonjour. Que j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans Les Experts. Bienvenue dans l'émission. Professeur à Sciences Po, spécialiste de finances publiques. Et face à vous, Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian. Bonjour. Économiste et auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Odile Jacob, toujours disponible, bien sûr. Ça sorti il n'y a pas longtemps et ça se vend bien. Bravo. Bon. Un sujet qui intéresse évidemment. Allez, on va parler beaucoup de budget aujourd'hui avec ce premier sujet sur la suspension de la réforme des retraites. C'est aujourd'hui qu'est présentée en Conseil des ministres exceptionnel la lettre suspensive au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui doit permettre de suspendre la réforme Borne jusqu'en 2023. Alors on vient de connaître la facture. 2027, pardon. C'est 100 millions d'euros en 2026 et 1,4 milliard d'euros en 2027. C'est moins de prévu, Ryan, je commence avec vous. On parlait de 3 milliards jusqu'à présent, finalement, c'est beaucoup moins. Le chiffre qui avait circulé de 3 milliards, c'est entre guillemets le bon chiffre, mais c'est le chiffre sur l'ensemble des effets de la suspension de la réforme des retraites, puisque il y a des effets sur les pensions de retraite et sur le système de retraite. Ça, c'est le 1,4 milliard dont parle à juste titre le gouvernement. Oui. Et il y a ensuite le fait que comme on va s'arrêter de travailler un peu plus tôt que prévu par la réforme Borne, il y aura moins de recettes fiscales et sociales qui rentreront dans les caisses de l'État et dans les caisses de la sécurité sociale, et moins d'activité économique au sens large. Et en fait, c'est cet écart-là qui explique les 3 milliards d'euros. Donc pour résumer, ça coûte 3 milliards d'euros en 2027, dont 1,4 milliard sur les retraites. Et la lettre rectificative, mais on va en parler, du gouvernement, permet justement de financer ce 1,4 milliard sur le système de retraite. Alors, Agnès, ça veut dire qu'on minimise un peu le coût quand même de cette réforme. Je rappelle, c'est partir 3 mois plus tôt à la retraite pour les générations de 64 et de 65. Bon, 3 milliards, ça douille un peu. Il minimise là le gouvernement en parlant de 1,4 milliard. Bon, en tout cas, sur 2027, je comprends l'explication de Ryan. Il y a effectivement ce qu'on n'aura pas dans les caisses parce qu'on va s'arrêter de travailler plus tôt. C'est évident, c'est tout ce que nous, on avait dit aussi. On est tous d'accord sur ce sujet. Après, c'est les 100 millions en 2026. C'est très peu. Je les trouve quand même extrêmement faibles. Surprenant. Et nous supposons qu'en fait, que le gouvernement extrapole le fait que les personnes vont quand même partir à la retraite à la date qu'ils avaient prévue. Parce que bon, voilà, c'est l'année prochaine. Et ils ne vont pas forcément partir 3 mois plus tôt par rapport à ce qu'ils avaient anticipé dans leur, on va dire, dans leur vraie vie. Voilà. Et donc, il est vraisemblable que l'écart qu'on a aujourd'hui entre ce qu'on avait dit nous, c'est-à-dire entre 300 et 500 millions d'euros de coûts en 2026, eh bien, il s'explique par ça. Alors après, il y a aussi la question de est-ce que tout est pris en compte, c'est-à-dire oui, et puis il y a aussi la question est-ce qu'on est que sur la CNAV ou est-ce qu'on est aussi sur Agirc Arrco, etc. Donc là, normalement, sur le régime de base et sur les complémentaires. Normalement, c'est tous les régimes, mais c'est vrai que les 100 millions, ils nous font tiquer. Et nous, on dit attention, on considère que c'est sous-évalué pour 2026. Voilà. Enfin, d'accord. Ce sera vraisemblablement plus. C'est difficile de dire combien. Certainement un peu entre les deux, c'est-à-dire peut-être 200, peut-être 250, 300 millions. Oui, ce qui budgétairement, rien d'indépassable. Ceci dit, ça reste des sommes assez modestes. Oui, mais le problème, c'est que de toute façon, cette suspension, elle est extrêmement dommageable. En fait, elle va exactement dans le sens inverse de ce qu'il faut faire. Oui. On sait que les Français sont plutôt opposés à l'idée de travailler plus longtemps, mais on sait aussi qu'ils savent pertinemment qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. Donc aller dans le sens finalement d'un certain populisme, c'est ça, alors qu'on sait tous qu'on va être obligé de travailler plus longtemps, c'est vraiment quelque chose de très ennuyeux. Et par ailleurs, bon, on en reparlera tout à l'heure, il faut absolument, s'il y a cette suspension, que derrière on reprenne le rythme de décalage. Ça, c'est absolument indispensable pour nos comptes publics. C'est la promesse d'Emmanuel Macron qui parle de décalage et non pas de suspension. Christian, il y a une facture quand même, même si elle est un peu allégée par rapport à ce qu'on craignait, c'est 1,5 milliard. Et il va falloir les payer, ce 1,5 milliard. Qui va payer ? Le gouvernement a déjà décidé de ponctionner les mutuelles. Oui. Et puis, au-delà de ce coût affiché, le coût indirect est encore plus violent parce qu'en réalité, ça contribue au décalage sur les taux d'intérêt avec l'Allemagne. Donc, sur la dette
L'effet indirect de ce décalage est significatif en intérêts supplémentaires. C'est également un coût supplémentaire sur le fonctionnement de l'économie. Alors, les chefs d'entreprise, les investisseurs internationaux qui regardent le fonctionnement de la France se disent c'est un pays un peu surpris. C'est un pays qui va emprunter, qui annonce au même moment qu'il va emprunter pour 2026 310 milliards d'euros, à la fois pour financer le déficit et le refinancement des tombées de la dette, et qui va demander la moitié de ces sommes à des fonds de pension étrangers originaires de pays dans lesquels la retraite est à 67 ans et dans lesquels on discute le fait de porter l'âge de départ à la retraite à 70 ans. Donc c'est vraiment La Fontaine, hein. C'est les fourmis et les cigales. Oui. Donc les cigales qui disent on travaille trop l'été, il fait chaud, on va travailler moins, mais on va demander aux fourmis de contribuer plus pendant l'hiver. Donc, c'est pas crédible. Je reviens sur les chiffres de qui va payer, de la facture. On a les mutuelles, on a aussi les retraités qui vont devoir supporter une partie de cette facture, Ryan Ezra. Oui, dans la lettre rectificative du gouvernement, il y a effectivement 2 leviers pour financer cette suspension. Le premier, c'est le fait d'augmenter la taxe sur les mutuelles, alors qu'il y a une surtaxe, donc qui est temporaire, sur le papier, qui est justifiée, absolument, mais qui est justifiée dans l'esprit du gouvernement et honnêtement, c'est pas complètement injustifié par les hausses de tarifs pratiquées par les complémentaires santé depuis plusieurs années, très au-delà de l'inflation. L'an dernier, par exemple, 2024. 2% d'inflation en France, 7% de hausse des tarifs des mutuelles. Donc l'idée du gouvernement, c'est de récupérer finalement une partie de cette hausse. Malheureusement, c'est pas mécanique et on peut quand même craindre que les mutuelles répercutent cette taxe sur les contrats. Oui. Donc ça, c'est le premier levier. Ces 100 millions, ça permet de financer l'année 2026 selon les chiffres du gouvernement. Le deuxième levier, qui je pense est plus intéressant parce qu'il est entre guillemets plus structurel, c'est le fait de ne pas suivre l'inflation à chaque fois qu'on revalorise les pensions de retraite de base. Et donc très concrètement, ça veut dire que ce qu'annonce le gouvernement, c'est qu'en 2027, l'inflation, on revalorisera les retraites de base de 0,9 points de moins que l'inflation. Qui est estimé à 1,75 pour 2027. Alors oui, sauf que c'est sur l'inflation de l'année passée. Donc c'est plutôt sur l'inflation de 2026. D'accord. Mais le raisonnement vaut. Ça économise à peu près 2,5 milliards. Et donc vous voyez qu'en fait, ça finance même un peu plus que cette facture de 1,4 milliard. La question, c'est quelles sont les retombées ensuite sur les retraités et est-ce que l'effort est juste ? Moi, j'ai essayé de regarder sur le retraité moyen ou la retraitée moyenne qui a 1670 € brut de pension par mois aujourd'hui. La partie pension de base, c'est 1 000 €. Et donc 0,9 points de sous-indexation, ça veut dire 9 € par mois d'effort, de perte de pouvoir d'achat pour un retraité moyen. Ceci étant dit, au cours des débats parlementaires, cet effort pourrait être modulé. On peut très bien dire qu'il y a un effort supplémentaire qui est demandé pour les retraites au-delà d'un certain seuil. Et déjà en 2026, on prévoit quand même un gel complet là, des retraites. Absolument. En 2026. Et au moment de Édouard Philippe, d'ailleurs, avant le Covid, au moment de Manuel Valls, quand c'était le Parti socialiste au gouvernement, il y a eu déjà ce type d'effort qui avait été demandé. Voilà, c'est peut-être moins structurel que des éléments sur l'allongement de la durée de cotisation ou l'allongement de l'âge de départ, mais ça permet quand même d'économiser de la dépense publique. Sur ce point, les 17 millions de retraités électeurs devront se souvenir aux prochaines élections que quand on parle d'annulation de la réforme des retraites, c'est eux qui payent. Donc ils vont devoir connecter leurs neurones et quand ils prennent leurs décisions dans le... Mais eux sont déjà à la retraite, ceci dit. Alors, mais ils vont payer... Non, mais justement... de la même façon que 23 millions d'actifs... Le non-retard. C'est de la même façon que 23 millions d'actifs doivent aussi avoir en tête que c'est eux qui font les efforts depuis des années à chaque réforme des retraites. Et donc se poser la question, indépendamment du plan du gouvernement en tant que tel, se poser la question du partage de l'effort pour qu'on ait un système de retraite soutenable. Aujourd'hui, à l'évidence, ça n'est pas le cas. Je pense que d'un point de vue politique, c'est une question... Non, mais le partage de l'effort, la réforme idéale, on la connaît tous. C'est quoi ? Laquelle ? C'est reculer l'âge de départ à 65 ans avec une sous-indexation des retraites sur plusieurs années. Ça, les Français n'en veulent pas, Christian. Non, mais je dis c'est l'idéal, il faut l'exprimer. Et ensuite, politiquement, on fait ce qu'on peut. Voilà, pour rendre le nécessaire possible. Voilà tout l'art du politique. Si on n'exprime pas l'idéal, on ne sait pas de quoi on parle. Agnès Verdier-Molinier. Non, c'est quand même une situation totalement paradoxale où finalement, ce qui pousse à suspendre la réforme des retraites, alors je pense notamment au Parti socialiste, mais je pense aussi au Rassemblement national, ils poussent à suspendre la réforme des retraites et en même temps ils sont contre la désindexation des pensions. Mais
ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye au final. Non, mais en fait, l'un pousse à l'autre. En fait, c'est totalement hors sol d'avoir ces deux positions de manière simultanée. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on va devoir à un moment sous-indexer les pensions. Et si jamais on suspend la réforme, c'est pas la sous-indexation qu'il va falloir faire, c'est en fait des gels sur plusieurs années. Oui. Parce que là, on nous dit en fait c'est 0,9 points, etc., etc. Bon, bref, pour 2027. Mais le sujet maintenant, ça va être que dans les années qui viennent, si on continue à rester sur ce positionnement de dire on veut pas travailler plus longtemps, on va geler totalement les pensions. Et ça, il faut le dire. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'important sur le positionnement des retraités. On devrait avoir aujourd'hui des retraités qui réclament le report de l'âge de départ à la retraite. Et surtout les jeunes qui devraient non, mais même les retraités. Normalement. Mais même les retraités. Enfin, quand on le subit pas, c'est un peu compliqué. Non, mais Christian, même les retraités. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont ils vont être aussi impactés par ces gels. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Il y a un manque de transparence sur le sujet. Oui. Et ça nous donne envie d'avoir, comme le Portugal, finalement, un report de l'âge automatique en fonction de l'espérance de vie. Oui. Parce que ce sujet des retraites, il est beaucoup trop politique en France. Il ne devrait pas être politisé comme cela. Les Portugais, ils sont à 66 ans. Il n'y a pas de consensus, on le voit bien. À 66 ans. Il y a un consensus pour travailler moins. Oui, mais le sujet aussi, et ça c'est lié aussi aux aides sociales, au système social français, au minimum vieillesse français qui est très élevé par rapport au montant moyen des pensions, c'est qu'à un moment, il faut aussi se poser la question, il faut que le travail paye tout au long de la vie et aussi quand on est à la retraite. Et certains qui sont contre le report de l'âge, ils disent mais finalement c'est toujours les mêmes qui font les efforts. Ah oui. Et pourquoi ils le disent ? Parce qu'ils se disent que finalement d'autres qui ont beaucoup moins travaillé dans leur vie et qui finalement se retrouvent avec du minimum vieillesse auront pas un pouvoir d'achat si éloigné du leur que ça. Et donc ça c'est aussi un sujet auquel il faut qu'on pense, qu'il faut qu'on montre que dans notre système social, dans les prochaines années, on valorise toujours ceux qui travaillent plutôt que ceux qui ne travaillent pas. C'est une vieille thématique. Non, mais c'est absolument central dans le débat public et politique et économique des prochaines années. Dominique Seux dévoile des chiffres très intéressants dans son édito ce matin dans Les Échos. C'est des chiffres de l'OCDE à venir. Fin novembre, les Français partent 2 ans plus tôt en retraite que les Allemands, 3 ans plus tôt que la moyenne des pays développés. Et l'espérance de vie, et c'est en France qu'on a l'espérance de vie la plus longue en retraite, 22 ans et demi pour les hommes et plus de 26 ans pour les femmes. Mais on voit qu'on en demande encore plus. C'est 4 ans de plus que la moyenne de l'OCDE. Donc on voit qu'il y a des marges de manœuvre quand même. Donc. Oui, mais alors, bon, ce sujet des retraites, ça fait longtemps que je travaille, c'est complexe en fait. Très. Il faut d'abord se demander pourquoi les Français considèrent que la liberté est acquise au moment où on part à la retraite. Parce que quand on regarde les sondages, c'est ce qu'ils déclarent. Bien sûr. C'est un peu le fantasme de la rente, finalement. Oui, mais la question, donc, à contrario, c'est pourquoi les Français considèrent que travailler, c'est aussi catastrophique. En fait, il y a un vrai problème d'organisation du travail, de la qualité du travail. Donc, la question des retraites, c'est pas seulement la question du financement des retraites, c'est la question du mal-être au travail. Et ça, c'est pas suffisamment traité. Pourquoi les Italiens, qui sont joueurs de mandoline, d'après les représentations de dessins animés, ne s'insurgent pas contre la retraite à 67 ans et demain à 70 ans, alors que les Français, supposés rationnels, s'insurgent. Donc il faut creuser et travailler la question du rapport au travail et du bien-être au travail. Complètement d'accord là-dessus. Il y a 2 questions. Il y a une question économique qui est que si on se compare à l'Allemagne, comparaison n'est pas raison, mais si on se compare à l'Allemagne et qu'on avait le même taux d'emploi en France qu'en Allemagne, notamment chez les jeunes et chez les seniors, alors on aurait du déficit, mais on serait quasiment aux 3% de déficit par rapport à la richesse nationale. Notamment parce qu'en France, sur la partie 55 à 64 ans, on a 60% de taux d'emploi quand c'est 77-78%. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est Gilbert Sett, le président du COR, qui le dit très régulièrement, c'est que si on avait le taux d'emploi allemand, effectivement, on n'aurait plus de déficit. C'est pas vrai. Alors,
on aurait moins de déficit, on aurait 1,5 point de déficit en moins. Mais enfin, on serait quand même, beaucoup plus dans les clous de nos engagements européens et notre crédibilité financière. Juste pour poursuivre là-dessus. Non, mais sur ce point, 1,5 point de déficit en moins, ça c'est l'effet direct. Mais l'effet indirect, c'est l'effet macro. C'est l'effet macro. Eh oui. C'est le Trésor qui a chiffré ça, c'est l'ensemble des effets, à la fois directs et indirects liés aux créations de richesses. Je suis plutôt aligné sur Gilbert 7. Moi, mais en tout cas, on va tous dans le même sens. On est d'accord sur le. Mais on a cette question, mais qui est liée en fait, comme vous le soulignez, à l'âge de départ moyen, à la retraite. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a un taux d'emploi des seniors qui est plus faible? Parce qu'on part plus tôt à la retraite, c'est assez mécanique. Chez les jeunes, c'est une question un peu différente. C'est plutôt qu'on a plus de chômage chez les jeunes, notamment. Peu qualifiés et des qualifications en lycée professionnel, dans le supérieur, qui ne sont pas les bonnes par rapport à la réalité de notre économie. Ça, c'est pour la question économique. Et ensuite, il y a la question sociale que vous mentionniez. Et j'ajoute aux éléments sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie au travail, sur le problème de culture managériale en France, j'ajoute un élément qui est la progression salariale. Quand on travaille toute sa vie, qu'on respecte toutes les règles, qu'on essaie d'élever sa famille, et que parallèlement, on voit que son pouvoir d'achat et son salaire net ne progressent pas, parce qu'il y a beaucoup de charges sur le travail en France, nécessairement, ça décourage. Et donc, ça n'incite pas à travailler. Et c'est pour ça que tout est lié, j'en termine par là, entre le fait d'inventer un nouveau modèle social, de nouvelles protections sociales qui ne demandent pas uniquement aux travailleurs et aux travailleuses de financer le modèle social, mais qui vont trouver d'autres financements, notamment sur la consommation, et le fait ensuite de pouvoir modifier les règles de départ à la retraite. L'acceptabilité des réformes des retraites dépend aussi du fait de valoriser le travail. Le problème de cette évolution des salaires, elle est évoquée dans l'étude passionnante du Haut Commissariat au Plan publiée hier sur Nicolas Quipet et cette génération de trentenaires qui effectivement ne voit plus leur salaire. Ils commencent plus haut, 10% plus haut à leur premier job, mais ça ne progresse plus après. C'est un vrai moteur du sentiment de déclassement. Je voudrais qu'on avance un peu simplement pour faire un peu le bilan des 3-4 jours d'examen du budget du projet de loi de finances en commission des finances. Sur le sujet précédent. On a 7 milliards d'heures travaillées en moins en France par rapport à la moyenne des pays européens. 7 milliards d'heures. Ça veut dire... C'est dû au chômage, hein, pas parce qu'on travaille moins, c'est juste qu'il y a plus de gens au chômage. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a à la fois on travaille moins. Il y a à la fois le fait que les jeunes sont plus au chômage, qu'ils travaillent plus tard, à la fois le fait qu'effectivement, il y a moins d'heures d'activité dans un temps complet annuel pour quelqu'un qui est à temps complet en France par rapport à la moyenne des pays européens. Il y a aussi le fait qu'on part plus tôt à la retraite. Alors, on a fait les calculs, nous, à la Fondation IFRAP, c'est 80 milliards de PIB, de richesse nationale perdus par an. Donc, c'est gigantesque. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie aussi de perdus pour les caisses publiques, parce que quand on a 80 milliard de valeur ajoutée, on sait quand on a un taux de prélèvement obligatoire à 45%, voire un peu plus, on a la moitié qui va pas forcément dans les caisses publiques. Donc c'est vrai que ça serait du déficit évidemment en moins si on avait ces 7 milliards d'heures travaillées. Et nous on l'a regardé en proportion en fait des différentes classes d'âge, etc. C'est assez intéressant. D'abord évidemment ceux qui sont à temps plein, ils travailleraient plus d'heures par an. De l'ordre de 49 heures de plus par an, mais les salariés du public travailleraient 120 heures de plus par an. Donc ça c'est un sujet. Il y aurait environ 1 million de jeunes qui seraient en moins qui seraient au chômage, et puis il y aurait environ 200 à 300 000 retraités qui ne seraient pas encore retraités, qui seraient encore en emploi. Au total, ça fait environ 3 millions d'équivalents temps plein. Donc c'est quand même super intéressant de se dire si on avait un modèle social dont le fil rouge était le travail. Alors là, je parle aussi des cumuls d'aides sociales où on se dit souvent, moi c'était un des chapitres de mon livre, c'est la désincitation au travail, c'est-à-dire au bout d'un moment, quand vous cumulez tellement d'aides hors impôts et qu'en face vous avez une proposition au SMIC, vous n'êtes pas forcément incité à retourner au travail. Et les pays du nord de l'Europe ont beaucoup traité ce sujet avec des sanctions sur soit les allocations chômage, soit les aides sociales, en disant si vous refusez d'aller travailler alors que vous pouvez y aller, alors que vous avez des offres d'emploi, on vous sanctionne, on vous baisse vos aides, on vous baisse vos allocations chômage. Et nous, en France, on ne le fait pas. Et ça c'est un vrai problème. Ensuite, il y a le cumul emploi-retraite, qui est aussi un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué. Il y a un article d'ailleurs dans le PLFSS pour le réformer, puisqu'il y a un certain nombre de... Oui, parce qu'en fait, il y a
Optimisation possible. Oui, mais il y a aussi la question du plafond quand vous n'avez pas atteint votre nombre de trimestres et votre retraite à taux plein, ce que je trouve un peu dommageable, parce que finalement... Parce que être obligé d'attendre 67 ans, je pense à des cas que je connais personnellement, 67 ans pour pouvoir cumuler un emploi-retraite vraiment, alors que finalement... C'est trop tard, ce que vous nous dites. Vous devriez pouvoir cumuler un emploi-retraite sans plafond à partir du moment où vous avez atteint l'âge légal de départ à la retraite. C'est un peu ce que propose l'Allemagne. Ça coûte plutôt aux finances publiques, ça. Mais... Oui, d'accord, mais en même temps... ça valorise le travail. En même temps, ça valorise le travail. Et tout ce qui valorise le travail doit être en permanence ce qu'on doit choisir pour la France. Non, mais dans le même sens, ce que je voulais dire, c'est après, il faudrait regarder les estimations, mais si on regarde le taux global d'emploi, on est 9 points en dessous de l'Allemagne. Oui. Et ces 9 points, ça correspond à peu près aux 3 millions d'emplois. Ces 3 millions d'emplois, ça change tout, parce que vous créez des richesses, et la création de richesses entraîne la création de richesses. Je pense qu'effectivement, on passerait largement en dessous des 3 points de PIB de déficit si on avait 3 millions d'emplois en plus, parce que non seulement vous créez des richesses, mais sur 3 millions d'emplois en plus, ça ferait 1 million certainement de gens qui demandent des allocations. C'est moins 5 milliards de dépenses sociales. Donc vous avez des économies considérables. Moins 5 milliards. Au total, la question que vous posez, en fait, il y a eu une étude de la Direction générale du Trésor qui a chiffré à 43 milliards d'euros le gain pour les finances publiques si on s'alignait sur le taux d'emploi des Allemands. Il y a d'un côté... On retrouve les 45 exactement. D'un côté, 38 milliards d'euros de recettes en plus et de l'autre, 5 milliards de dépenses en moins. Donc c'est le raisonnement que vous tenez. Bon, et qu'est-ce qu'il faut pour que ça avance ? C'est un peu ça le sujet. Il faut qu'on donne des solutions. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est de la formation, il faut resserrer l'assurance chômage. Comment on fait pour augmenter aussi, ce taux ? Le sujet des aides sociales n'est pas négligeable. Donc c'est l'assistanat. Il faut quand même insister aussi sur la formation. Sur les jeunes, par exemple, quand on a même si le taux de chômage des jeunes a baissé depuis une dizaine d'années, on reste quand même très au-delà des moyennes et des standards européens. Ouais. Et ça, c'est du fait d'une formation initiale qui est déficiente, qui n'est pas au niveau de ce qu'on devrait attendre pour une économie du XXIe siècle. Donc, c'est à la fois le modèle social, mais j'insiste aussi sur le fait qu'il faut qu'on réforme notre formation, notre lycée professionnel, notre enseignement supérieur, notre enseignement technique, si on veut pouvoir arriver à emmener l'ensemble d'une cohorte d'âge vers l'emploi. Mais est-ce que notre éducation... En commençant par l'école primaire. En commençant par c'est ce que j'allais dire, en commençant par l'éducation nationale, parce que quand je vois la frilosité pour parler d'entreprise, d'entrepreneuriat, d'économie dans nos écoles, alors que c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou dans les autres pays européens. Je pense à la Suisse, je pense à l'Allemagne, où on parle toujours de l'apprentissage. Mais pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, par exemple, vous avez des écoles qui sont financées en partie, alors pas totalement, mais il y a des financements en partie entrepreneuriaux, des entreprises locales. Et donc, il y a des partenariats dès l'école. Et je me souviens de François Hollande, quand il avait proposé aux assises de l'entrepreneuriat qu'il y ait des cours d'entrepreneuriat en 6e, les professeurs de SES avaient dit que c'était un scandale absolu de vouloir éduquer à l'entrepreneuriat des jeunes de 6e. Mais en fait, non. En fait, l'entreprise, c'est la vie. Et ça devrait être au cœur du sujet de ce qu'on apprend. Et j'ajouterais des cours de finances publiques dès le collège pour que les citoyens comprennent comment fonctionne un peu notre société. Déjà qu'on apprenne PLF, PLFSS. Et pas que pour les collégiens. Et pas que pour les collégiens, on pourrait en donner parfois à des niveaux bien supérieurs.